Bonjour à tous. Je vais peut-être juste en profiter pour saluer les anciennes chevilles ouvrières du groupe Technique Zone Tampon qui participent au séminaire Jean-Joël Gray et l'UNAF, qui nous font l'honneur d'assister au séminaire. Voilà, donc moi je vais vous faire un petit focus sur les derniers résultats que l'on a sur la zone tampon humide artificielle de Rampillon, que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc on a regardé dans les premiers au début du suivi, donc on a commencé en 2012, donc on a un retour d'expérience de presque une dizaine d'années, donc sur la fonction biogéochimique, mais il y a d'autres services qui peuvent être fournis par exemple PHA, et c'est donc ça que je voudrais vous présenter en quelques lignes. Donc le fonctionnement biogéochimique, on peut faire une mise à jour de ce qui vous a déjà été présenté. Effectivement, une zone tampon peut avoir un potentiel, donc il est réel, mais il est extrêmement variable en fonction du temps de séjour hydraulique, de l'hydrologie, de la température et du type de polluant. Donc je vous ai mis ici l'abattement annuel en pesticides, donc tous pesticides confondus sur les années de 2012 à 2019. Donc vous pouvez voir que l'efficacité varie beaucoup en fonction du contexte. Et aussi, il y a aussi les pratiques, mais surtout la concomitance des événements pluvieux, ruisselants ou drainants par rapport aux applications des produits. Pour l'azote, il y avait une question qui était posée tout à l'heure sur la production de N2O. Donc effectivement, le principal processus qui permet l'abattement de l'azote donc sous forme de nitrate, c'est la dénitrification. La végétation ne joue que pour 11%, et on a une certaine fixation dans le sédiment. Donc on a plus de 82% de l'azote qui disparaît sous forme de dénitrification. Et les mesures qu'on a faites, donc, qui sont assez lourdes pour essayer de quantifier le N2O produit, on arrive à un bilan inférieur à 0,1% de ce qui est dénitrifié qui se transforme en N2O. Donc ça veut dire qu'il y a plus de 99,9% qui se transforme en N2. Donc on ne transforme pas une pollution aquatique en une pollution atmosphérique. Alors sur les pesticides, ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'on a encore beaucoup d'interrogations sur, il y avait une question tout à l'heure sur les métabolites, on a encore beaucoup de questions sur les métabolites et les devenirs dans les différents compartiments biologiques, le sédiment, la végétation. Et donc là, il y a une ANR en cours qui s'appelle Pestiponde, dans laquelle on participe et qui est pilotée par l'NGS à Strasbourg. Et donc il y a le site internet Pestiponde sur lequel vous pouvez regarder les mises à jour et les actualités. Mais voilà, il devrait se terminer en 2023 avec quelques réponses. Alors l'autre point aussi sur lequel on a travaillé, c'est sur le bilan carbone. On parle beaucoup des zones humides comme étant des puits de carbone. Alors on va nuancer un peu ce résultat-là en disant que l'activité biologique qu'on attend, c'est par les micro-organismes, et ces micro-organismes respirent et donc produisent du CO2. Et quand on fait le bilan CO2, donc avec aussi des instrumentations assez lourdes, on arrive à plutôt des émissions de CO2 équivalent de 7 tonnes par hectare de la zone tampon humide artificielle. Donc on a plutôt un bilan émetteur en CO2. Et dans les simulations qui ont été faites en 2013 par des collègues américains, en fait c'est tout à fait logique pour une zone tampon qui est récente, qui n'est pas encore mature. Et il faut attendre environ plus de 50 ans, voire une centaine d'années, pour que le bilan devienne négatif. Et donc c'est pour ça qu'il faut militer pour la préservation des zones humides existantes et celles qui sont matures, puisque c'est elles qui auront un effet bénéfique sur la captation du carbone. Donc il faut attendre que Rampillon vieillisse un peu pour avoir un bilan carbone positif. Alors l'autre question qu'on s'est posée aussi, c'est donc ces éléments-là, est-ce qu'ils sont refuges ou milieux fonctionnels pour la biodiversité? Alors, ce qu'on a fait pour l'instant, c'est un bilan, un inventaire de la végétation, de la biodiversité qui était présente, donc la végétation, mais aussi les mammifères, les macroinvertébrés, les oiseaux et les amphibiens. Donc avec un suivi qui est disponible. On a des résultats très positifs en termes de reconquête de la biodiversité. Mais après, voilà, si c'est parce qu'il y a une zone tampon qui est ici, c'est le seul refuge disponible, c'est parce que la zone tampon est un milieu favorable. Il y a encore des études à faire en écologie sur ces aspects-là. Après, l'autre question qu'on nous pose souvent, c'est son niveau écotoxicologique. C'est-à-dire qu'on va capter dans une zone tampon des contaminants. Et donc, quel impact ça peut avoir justement sur cette biodiversité qui est présente. Donc là, c'est des travaux qui sont encore en cours, notamment sur une espèce indicatrice comme le gamma. Alors, on a déjà des résultats en laboratoire et là, on va commencer à faire des expérimentations la semaine prochaine pour des
mettre sur le terrain et de voir l'impact écotox sur le terrain en conditions un peu plus naturelles qu'en laboratoire. Et donc on va essayer aussi de travailler sur les effets cocktails, puisqu'une zone tampon réunit quand même pas mal de contaminants différents. Après, l'autre question qui est posée aussi, c'est comment déployer les APHA à plus grande échelle. Donc là, on a mis en place un projet qui s'est terminé là en décembre 2020, donc sur une démarche participative pluridisciplinaire. Donc c'est le projet Brio. Je vous mettrai dans le lien le numéro SET là, qui est en train de sortir. Il y a déjà 4 numéros qui sont disponibles. Il y en a 4 autres qui devaient sortir. Donc on a testé différents outils de dialogue territorial pour essayer d'améliorer la perception autour des zones tampons, proposer des scénarios, un peu comme ce qu'a présenté l'AREAS juste avant, là, avec l'outil Coquelicot qui est aussi utilisé pour les captages. Et on a fait aussi un jeu de rôle pour une mise en situation. Le jeu de rôle s'appelle Résolution diffuse. Et donc ça va être disponible incessamment sous peu. Donc il y a déjà les premiers articles sur Rampillon, sur l'efficacité, et donc vous avez une synthèse. Sur un article aussi sur le déploiement en termes d'outils. Donc on a un outil qui s'appelle INSPA pour implantation spécialisée. Et puis un article juridique qui essaye de réfléchir un peu, de proposer une discussion sur le statut des ZTHA. Il n'y en a pas actuellement. Et donc, je voudrais juste souligner l'importance d'un site de démonstration. Donc, on a un suivi de long terme, on va attaquer la 10e année, parce que c'est important pour concrétiser, en fait, rencontrer un concept qui peut être, comme là, en séminaire, assez abstrait. Et ça permet d'ouvrir la discussion sur la pollution diffuse et les solutions qui ne sont pas que les zones tampons, mais aussi les changements de pratiques, les changements de trajectoire du territoire en termes économiques en lien avec l'agriculture. Et je voudrais aussi faire le lien avec le projet Spirit, qui est coordonné par Véronique Louis, ici présente aussi, sur une étape supplémentaire à ce qui a déjà été fait en termes de scénario et de conceptualisation des processus à partir de modélisation qui permettrait de générer des paysages intégrant des zones tampons et donc de tester ça notamment encore avec des acteurs, puisque là, il y a la notion d'échelle qui est importante et donc de territoire. Et donc là, le projet a commencé en 2019, il va se prolonger jusqu'en 2022 et 2023. Voilà, et puis pour finir, il y a le projet Life Artisan là, qui est porté par l'OFB, qui cherche à favoriser le déploiement des solutions fondées sur la nature en vue du changement climatique. Et donc, il y a des liens à faire avec les zones tampons, notamment la zone sur le secteur de Rampillon, comme site démonstrateur pour favoriser la multiservice, multifonctionnalité des zones tampons pour le climat, les inondations, la qualité de l'eau et la préservation aussi de la biodiversité.